Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'une pile à lire pour cette fin d'année. Je ne pense pas participer cette année au Cold Winter Challenge parce que je n'arrive pas à trouver d'ouvrages qui rentrent dans les diverses catégories. D'autant que j'ai déjà des impératifs de lecture qui sont assez nombreux comme vous allez pouvoir le voir. Cette vidéo elle va se découper en deux temps. Un premier temps dans lequel je vais vous présenter donc les ouvrages de prix Nobel de littérature que je souhaite lire puisque c'est, je pense que vous aurez 2-3 vlogs à voir la quantité d'ouvrages que je parviens à lire avant cette fin d'année qui vont donc être uniquement des ouvrages des prix Nobel de littérature. C'est pour me faire une idée un petit peu générale des auteurs qui ont pu gagner ce prix à travers les âges. Ça me permet aussi de fréquenter une littérature écrite par des hommes, écrite par des femmes, mais aussi de la littérature étrangère, donc je trouve que c'est très très bien. Et je vais donc commencer tout de suite par vous présenter ces titres-là. La seconde partie sera donc consacrée aux ouvrages que je dois lire dans le cadre de ma formation à la Sorbonne en janvier, en sachant que j'ai déjà lu la plupart de ces titres et que donc je ferai certainement des relectures de certains passages. Il y a 15 livres en tout, mais comme je vous le disais, certains ont déjà été lus. Je sais que nous sommes assez tard dans le mois, mais sachez que bon, je vais avoir pas mal de temps de lecture, notamment pendant les vacances. Donc commençons avec cette palle. Je commence avec donc Olga Tokarczuk. J'ai une très gentille personne qui m'avait exposé en commentaire la prononciation. J'ai complètement occulté entre temps, donc je m'en excuse. Dieu, le temps, les hommes et les anges. Prix Nobel de littérature en 2018 me semble-t-il. J'ai beaucoup aimé Sous les ossements des morts, qui était un titre extrêmement riche, extrêmement lumineux, qui avait un côté un petit peu réalisme magique avec cette histoire de vengeance des animaux qui allait un petit peu remettre les hommes à leur place quant au comportement qu'ils pouvaient adopter avec eux et au fait qu'ils étaient plus souvent considérés comme des gibiers que comme des êtres sensibles. Donc j'avais beaucoup aimé ça, j'avais beaucoup aimé aussi cette espèce de vie recluse de quelques âmes à peine qui occupaient une espèce de hameau qui était soumis donc aux différentes... au passage du temps et au passage des saisons. C'était très très beau, bien décrit, avec une héroïne qui avait un certain âge, qui était pétillante, qui était intelligente, qui était un petit peu décalée, mais c'était vraiment passionnant. Donc je suis impatiente de continuer ma découverte d'Olga Tokarczuk, qui est donc polonaise. Je vais vous lire le résumé de ce titre-ci. Antan a tout l'air de n'être qu'un paisible village polonais. L'existence y est ponctuée par le temps d'aimer, de souffrir puis de mourir. Antan est situé au centre de l'univers, cœur du monde, cœur des hommes, cœur de l'histoire. Mais qui préside à son destin ? Dieu qui du haut des cieux lui envoie les maux et les bonheurs dévolus aux humains, ou le châtelain Popielski, envoûté par le jeu du labyrinthe que lui a offert le rabbin, et qui d'un coup de dé renverse peut-être l'ordre des choses. Un homme se transforme en bête, les âmes des morts errent dans le bourg, jusqu'à se croire vivantes, des animaux parlent à une vieille folle. Au cours ordinaire de la vie se substitue brutalement la guerre avec son cortège d'événements diaboliques. Je pense que ça va être absolument incroyable, comme son roman précédent. J'aime beaucoup le résumé de Sur les ossements des morts était assez surprenant aussi. Mais j'aime beaucoup la densité de ce qui peut être proposé. J'ai quand même l'impression que Olga Tokarczuk va puiser dans tout ce qu'elle peut aimer, tout ce qu'elle peut côtoyer, tout ce qu'elle peut connaître, en même temps qu'elle intègre des éléments qui sont très réalistes et qui permettent de s'imaginer donc le quotidien de ces petits villages. Je trouve que c'est vraiment une autrice formidable que je vous encourage à découvrir. Je continue avec donc La Peste d'Albert Camus, qui est un des rares ouvrages, je m'emballe peut-être un petit peu, mais qui est un des ouvrages de Camus que je n'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce que tout le monde le place un petit peu comme le roman de Camus, le préféré de beaucoup, le plus littéraire en tout cas, tout du moins. J'en suis très curieuse évidemment, je pense que c'est le moment maintenant et je l'ai senti parce que je suis allée me le procurer en librairie neuf, chose que je fais très rarement, alors que j'ai déjà beaucoup d'ouvrages à disposition qui pouvaient rentrer dans le cadre de cette vidéo, mais c'est vrai que je voulais laisser donc une place à Camus qui obtient donc le prix Nobel de littérature en 1957. Ici, pas de résumé, j'ai seulement la citation d'une des parties du texte que je vous lis. Naturellement, vous savez ce que c'est Rieux. J'attends le résultat des analyses. Moi je le sais, et je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine, et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années. Seulement on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est.
Oui, Castel, dit-il, c'est à peine croyable, mais il me semble bien que ce soit la peste. Je suis encore une fois impatiente de le lire, je pense que ça ira extrêmement vite. Les caractères sont assez gros, on a un espacement qui est conséquent. Et vraiment, je suis impatiente de retrouver La Plume de Camus que je n'ai pas relue depuis ma relecture, me semble-t-il, de L'étranger il y a quelques années. Bon, pardon, j'ai lu Lettre à un ami allemand il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 8 ou 9 mois, mais c'est tout de même assez considérable, enfin c'est un temps assez important lorsque vous aimez côtoyer des auteurs, de voir qu'il y a des différentiels parfois entre vos lectures qui s'échelonnent sur des mois et des mois. De toute façon c'est le problème, on ne peut jamais tout lire. Je continue avec une autre autrice donc dont j'ai lu la quasi-totalité maintenant de la biographie, il s'agit d'Annie Ernaux avec Les Années. Les Années, c'est un des livres les plus plébiscités d'Annie Ernaux, je dirais, je pense que c'est le plus connu derrière La Place. C'est un ouvrage qui est beaucoup plus conséquent et je dois reconnaître que si j'aime beaucoup ce que fait Annie Ernaux, je trouve que ce qui est intéressant c'est aussi la brièveté, la force de l'écriture de soi et de la façon dont elle se raconte, c'est la brièveté des textes. Donc je dois admettre que je suis un petit peu impressionnée à l'idée de lire un texte aussi conséquent puisqu'il compte ici 250 pages. Alors c'est infime comparativement à des très très gros romans, mais pour Annie Ernaux c'est énorme. Il me semble que la plupart des textes font un maximum de 100 pages, donc c'est plus du double. Et j'ai un petit peu peur, d'autant que mes dernières lectures d'Annie Ernaux, hormis Une femme qui m'a beaucoup touchée, mais bien plus pour sa thématique que pour la façon dont Annie Ernaux exposait la chose, me laisse un petit peu plus sceptique, c'est-à-dire que je pense que ça demandera relecture à terme, mais j'ai l'impression d'être un petit peu en phase de rupture avec Annie Ernaux. J'ai aussi l'impression d'être en rupture avec Marguerite Duras depuis que j'ai lu Le Vice-Consul. J'ai beaucoup aimé Le Vice-Consul, enfin non, ce serait pas vrai. J'ai trouvé que Le Vice-Consul était intéressant, mais très honnêtement, j'ai trouvé que c'était Marguerite Duras qui faisait du Marguerite Duras, et j'ai trouvé ça assez pédant, pour tout dire. J'ai un petit peu le même problème avec Annie Ernaux qui, poussant le minimalisme à l'extrême, propose des textes qui, maintenant, je trouve, me laissent un petit peu de marbre. Voilà. Donc on verra comment se passe ma lecture des années. Ici, on a donc encore une fois une citation, mais il faut savoir que chez Annie Ernaux, c'est vraiment une littérature qui se raconte, je veux dire, l'autrice se raconte véritablement à travers ses textes. C'est comme une espèce de quête d'identité au travers de l'écriture de soi. Donc la photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets, en fond des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée par devant, l'autre laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre Solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Au dos, août 1949, Sotteville-sur-Mer. Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses, Annie Ernaux nous fait ressentir le passage des années de l'après-guerre à aujourd'hui. En même temps, elle inscrit l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie impersonnelle et collective. Voilà. Oui, enfin, Annie Ernaux, elle incarne quand même une dimension bien précise de ce que Folio aime à nommer l'autobiographie impersonnelle. Je pense qu'il y a une volonté d'universaliser le propos qui est très présente notamment dans La Place. Sur d'autres textes, c'est quand même un petit peu plus discutable et ça reste quand même beaucoup de l'écriture de soi, tout simplement, ce que je ne dénigre pas, mais ce qui, je dirais, m'intéresse nettement moins aujourd'hui qu'il y a quelques années. En 1946, c'est Hermanès qui obtient donc le prix Nobel de littérature. J'ai choisi donc bien évidemment Le Loup des Steppes, qui est un ouvrage assez bref ici aussi, il fait un peu plus de 310 pages. J'aime beaucoup les résumés que j'ai pu lire d'Hermanès, mais aussi le retour des lecteurs. J'ai l'impression qu'on est face à quelque chose d'un petit peu décousu parfois, mais qui illustre bien finalement la psychologie des personnages, puisqu'ici on flirte véritablement avec cette idée du devenir psychopathe. Je trouve que c'est assez fascinant, d'autant que ce texte, Hermanès l'écrit en 1927 apparemment. Je suis très très intéressée à l'idée de le lire. Ça fait partie des ouvrages que je voulais absolument connaître avant la fin de cette année et j'espère que ça pourrait être le cas, en sachant que mes priorités pour l'instant sont donc les deux ouvrages ici,
donc La peste de Camus et le loup des steppes d'Hermanès. En ce qui concerne la présentation au dos, puisque ce n'est pas un résumé à proprement parler, il y avait noté 1927 derrière. Expérience spirituelle, récit initiatique, délire de psychopathe, le loup des steppes multiplie les registres, salué à sa parution en 1927, notamment par Thomas Mann, qui déclare: ce livre m'a réappris à lire. Interdit sous le régime nazi, roman culte des années 60 et 70, c'est une de ses œuvres phares de la littérature universelle du XXe siècle. Je poursuis avec cette fois-ci donc de la littérature japonaise en le nom de Yasunari Kawabata. Donc le Nobel il l'obtient en 1968. Les Belles Endormies, c'est certainement le roman dont j'ai le plus entendu parler. Je n'ai pas lu de titre de l'auteur. J'adore la littérature japonaise et je connais l'impact qu'a pu avoir Kawabata sur énormément d'auteurs japonais qui arrivent plus tardivement, mais je ne suis jamais allée à la source pour le découvrir. Ce sera donc l'occasion. Ici on est sur un texte assez bref également puisqu'il compte 120 pages. En revanche, vous pouvez voir qu'au niveau de la police d'écriture on est sur quelque chose d'un petit peu plus condensé. Donc dans quel monde entre le vieil Eguchi lorsqu'il franchit le seuil des Belles Endormies? Ce roman publié en 1961 décrit la quête des vieillards en mal de plaisir. Dans une mystérieuse demeure, ils viennent passer une nuit aux côtés d'adolescentes endormies sous l'effet de puissants narcotiques. Pour Eguchi, ces soirées dans la chambre des voluptés lui permettront de se ressouvenir des femmes de sa jeunesse et de se plonger dans de longues méditations, pour atteindre, qui sait, au seuil de la mort, à la douceur de l'enfance et au pardon de ses fautes. Il fait également partie de mes priorités. Vous allez voir que dans cette pile à lire là, il y en a 4 qui font partie de mes priorités. Je continue avec William Faulkner, j'ai eu du mal, Tandis que j'agonise, qui obtient donc le prix Nobel de littérature en 1949. C'est un ouvrage qui m'effraie grandement. Alors les chapitres sont extrêmement brefs. À la lecture du résumé et après avoir lu Steinbeck, puisque je viens de lire Des souris et des hommes, j'ai l'impression qu'il y a des échos entre les deux titres, mais comme je n'en suis pas certaine et que je n'ai pas encore lu Faulkner, je ne vais pas m'avancer sur la question. Quoi qu'il en soit, Faulkner nous parle également de cette réalité, je dirais, de l'Amérique profonde et de ces familles qui vivent finalement sans sous, avec peu de terre, voire pas de terre, et qui vont avoir un rapport au travail qui est très complexe puisqu'il implique cette dépendance absolue au fait de se soumettre à l'autre. Tandis que j'agonise, tout du moins c'est pour cette raison que je l'avais acheté lorsque je l'ai vu. Je l'ai acheté donc suite au décès de ma grand-mère, puisque c'est un livre qui a parlé du deuil de la figure maternelle. Donc ce deuil de la figure maternelle il est très particulier. Vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans quelque chose, on n'est pas dans de l'autofiction, on n'est pas dans un livre dans lequel Faulkner se raconte lui-même. On est véritablement dans un récit, dans un roman. Je lui avais dit de ne pas amener ce cheval par respect pour sa défunte mère, parce que ça n'a pas bonne façon de le voir caracoler ainsi sur ce sacré cheval de cirque, alors qu'elle voulait que nous soyons toutes avec elle dans la charrette, tous de sa chair et de son sang. Mais nous n'avions pas plutôt dépassé le chemin de Tulle que Darl s'est mis à rire. Assis sur la banquette avec Cash, avec sa mère couchée sous ses pieds, dans son cercueil, il a eu l'effronterie de rire. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a aussi cette dimension de rire jaune un petit peu à travers ce titre-là, mais il m'effraie puisque les retours que j'en ai vus ne sont pas toujours très bons. Mais j'en suis quand même très curieuse, c'est pour cette raison qu'il est dans cette page. Je continue avec Imre Kertész, qui obtient donc le prix Nobel en 2002, avec Être son destin ici. Donc c'est un roman hongrois, publié ici chez les éditions Actes Sud, donc dans leur collection poche Babel. Ici, on va parler donc de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément des camps de concentration. De son arrestation à Budapest à la libération du camp, un adolescent a vécu le cauchemar d'un temps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit composer avec l'inacceptable. Parole inaudible avant que ce livre ne la vienne proférer dans toute sa force, et ne pose la question de savoir ce qu'il advient quand l'homme est privé de tout destin, de son humanité. Imre Kertész ne veut ni témoigner ni penser son expérience, mais recrée le monde des camps au fil d'une impitoyable reconstitution immédiate dont la fiction pouvait seule supporter le poids de la douleur. Cette œuvre dont l'élaboration a requis un inimaginable travail de distanciation et de mémoire dérangera tout autant ceux qui refusent encore de voir en face le fonctionnement du totalitarisme que ceux qui entretiennent le mythe d'un univers concentrationnaire manichéen. L'auteur a été donc déporté à Auschwitz en 1944. Il a été libéré du camp en
45 et il raconte ici son histoire. Et vraiment, ça fait partie de mes priorités aussi. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble pour l'instant ma liste de priorités, les romans sont là. Je poursuis avec un dernier ouvrage dans cette catégorie-là. Et il s'agit donc de Kazuo Ichiguro, qui est donc un auteur japonais naturalisé anglais, si je me rappelle bien. Il écrit d'ailleurs en anglais. Les Vestiges du jour, c'est un ouvrage qui a été donc... Alors je vais enlever toutes les choses qui se trouvent à l'intérieur là, parce que comme ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion, vous voyez, il y a de nombreuses choses à l'intérieur. Les Vestiges du jour, il me tente depuis longtemps. Les retours sont tous très élogieux le concernant. Je n'ai pas vu le film non plus. Et je n'ai jamais donc découvert la plume de Kazuo Ishiguro, je suis très curieuse de le faire. C'est une littérature très contemporaine, donc c'est pas forcément ce vers quoi je suis portée. Donc les grands majordomes sont grands parce qu'ils ont la capacité d'habiter leur rôle professionnel et de l'habiter autant que faire se peut. Ils ne se laissent pas ébranler par les événements extérieurs, fussent-ils surprenants, alarmants ou offensants. Ils portent leur professionnalisme comme un homme bien élevé porte son costume. C'est, je l'ai dit, une question de dignité. Stevens a passé sa vie à servir les autres. Majordome pendant les années 1930 de l'influent Lord Darlington, puis d'un riche américain. Les temps ont changé et il n'est plus certain de satisfaire son employeur, jusqu'à ce qu'il parte en voyage vers Miss Kenton, l'ancienne gouvernante qu'il aurait pu aimer, et songe face à la campagne anglaise au sens de sa loyauté et de ses choix passés. Il me semble que le film date des années 90, début des années 90, je ne pourrais pas vous indiquer l'année, et que Anthony Hopkins donc occupe le rôle principal. Je suis très curieuse de découvrir ce titre, même si encore une fois, voilà, celui-là je le range pas dans mes priorités. Et l'ouvrage que je suis en train de lire qui fait partie de cette palle, mais je triche un petit peu puisque je l'ai déjà commencé, c'est celui-ci, donc Vigdis Lafarouche, dont j'ai déjà commencé à vous parler pour le premier vlog dédié à la lecture de prix Nobel. Et les deux autres ouvrages qui feront partie de cette vidéo, pour que vous le sachiez, ce sont donc Des souris et des hommes et Sa Majesté des Mouches. On passe maintenant à ma pile à lire concernant donc ma formation à la Sorbonne d'une semaine. C'est un de mes rêves de découvrir un petit peu la Sorbonne et d'apprendre à la Sorbonne. Je me suis dit que voilà, c'était dommage de ne pas sauter sur cette occasion-là, d'autant qu'en janvier, mon chef d'établissement a accepté de m'octroyer une semaine de formation, puisque littéralement c'est une formation. Je vais suivre un cursus de lettres et de philosophie dans cette prestigieuse université. Évidemment, dans le cadre de ces séminaires, nous avons donc des ouvrages à lire, même si j'imagine que la lecture n'en est pas obligatoire. Je vais passer très rapidement sur les titres que j'ai déjà lus, en gardant un seul pour la fin. Donc dans ceux que j'ai déjà fréquentés, puisque c'est celui que je n'ai pas relu depuis ma classe de première, me semble-t-il. Je commence avec Un barrage contre le Pacifique, que je ne relirai pas, mais que je garde donc à proximité afin de le feuilleter et notamment de retrouver un petit peu les passages qui vont être dédiés à la force de la nature, mais aussi au comportement de la mère de Marguerite Duras et son comportement obsessionnel donc sur cette question de construction des barrages et de lutte contre la force du Pacifique. J'aimerais aussi relire les passages qui me plaisent beaucoup, qui sont ceux des descriptions de la vie des paysans à cette époque-là, dans les plaines d'Indochine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses quand même que j'ai envie de feuilleter, mais ça restera de l'ordre du feuilletage. L'autre roman que je vais seulement feuilleter et que je ne pourrai pas relire, même si je dois reconnaître que... je dois reconnaître que ce serait pas mal, puisque comme vous pouvez le voir, j'avais entrepris une relecture il y a quelques temps maintenant, et j'ai encore voilà, je vous le dis, hein, je marque mes pages avec absolument n'importe quoi. Donc là j'ai un document, c'était une demande de document pour consulter les archives de la fac Guy Sagne, L'ennui dans la littérature française. C'est si vieux, c'était mon premier mémoire. Bref, L'éducation sentimentale de Flaubert, qui n'est pas mon ouvrage favori de Flaubert, puisque je pense que vous le savez déjà, c'est Madame Bovary qui a gain de cause dans mon cœur, mais c'est un ouvrage que j'aime beaucoup et que je suis très curieuse de relire. Je le reprendrai peut-être là où je l'avais arrêté à l'époque, comme c'est un livre que j'ai déjà relu, il fait quand même 660 pages, donc ça va être compliqué d'envisager une relecture complète de l'œuvre. En revanche, je sais que c'est contradictoire, mais j'ai très envie de relire Madame Bovary actuellement, et je sais que c'est une lecture que je peux opérer de façon très rapide, puisque je l'ai lu de multiples fois. Ensuite, ouvrage aussi que j'ai déjà lu, feuilleté à de multiples reprises, mais que je vais garder donc à côté de mon lit, bien tranquillement, pour me replonger un petit peu dans ces thématiques. Il s'agit des œuvres poétiques de Louise Labbé. Louise Labbé qui est vraiment revenue au goût du jour depuis quelques années, qu'on retrouve dans absolument tous les manuels de français. Personnellement, je donne donc, alors
ce n'est vraiment pas la seule, hein. Je veux dire, en classe, lorsqu'on est sur la séquence de la poésie avec les quatrièmes, nous faisons Sappho, nous faisons Louise Labbé, nous faisons un poème de Marguerite Yourcenar, Mahtab Gorbani, et donc toute la réécriture, je dirais, qui est liée à Majnoun et Layli, donc le poème certainement le plus connu du Moyen-Orient, enfin l'un des plus grands classiques en tout cas de cette littérature-là. On a aussi Marceline Desbordes-Valmore, donc voilà, on voit quand même pas mal de poétesses, mais c'est vrai que Louise Labbé, elle est vraiment top pour introduire la figure de style de l'antithèse, et c'est vrai que je m'en sers pas mal avant ma séance d'exposition des différentes figures de style. Voilà. Je continue, ensuite je vais devoir passer à deux ouvrages que je ne connais pas, hein, mais je continue avec donc La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, que je n'ai jamais lu, qui est vraiment très conséquent, il fait 850 pages, qui va donc parler de l'éducation des filles à l'époque de Rousseau. Donc si je dois vous lire la présentation qui sera bien plus éloquente et explicite que moi. Un jeune précepteur saint-preux tombe amoureux de son élève, mais leur passion est rapidement contrariée par le père de Julie qui impose à sa fille d'épouser Monsieur de Volmar. D'abord désespéré au point de songer au suicide, Saint-Preux voyage puis revient bien plus tard auprès de Monsieur et Madame de Volmar et de leurs enfants dont il devient le précepteur. Comme celui de Julie, son amour passé semble dominer, mais il va ressurgir. Dès sa publication en 1761, La Nouvelle Héloïse rencontre un immense succès et c'est une œuvre inaugurale. Si bien des sujets abordés par les personnages donnent à ce roman épistolaire une tonalité philosophique. Je suis désolée, comme je suis malade, j'ai beaucoup de mal à parler. Le récit d'un certain bonheur familial, d'une vie harmonieuse et tranquille dont Julie est le centre. Mais c'est surtout un grand roman d'amour où des êtres de papier vivent comme s'ils étaient de chair et où la passion sensuelle de Julie et de Saint-Preux s'avère dévastatrice. Leur histoire est aussi celle de la fragilité des âmes fortes. Alors là, pour le coup, encore une fois, je ne l'ai jamais lu, et même si j'ai déjà lu certains textes de Rousseau, je suis complètement étrangère à cette lecture-là. Les deux titres que je ne connais pas. Le premier c'est W ou Le souvenir de l'enfance de Georges Perec. Je n'ai jamais lu Perec du tout, donc on va regarder ensemble le résumé. C'est assez bref, hein, donc là on a 220 pages. Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés. Il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés. Comme si aucun des deux ne pouvait exister seul, comme si leur rencontre seule de cette lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre pouvait se révéler. Ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais seulement dans leur fragile intersection. L'un de ces romans appartient tout entier à l'imaginaire. C'est un roman d'aventure, la reconstitution arbitraire mais minutieuse d'un fantasme enfantin évoquant une cité régie par l'idéal olympique. L'autre texte est une autobiographie, le récit fragmentaire d'une vie d'enfant. Pendant la guerre, un récit pauvre d'exploits et de souvenirs, fait de brides éparses, d'absence d'oubli, de doutes, d'hypothèses, d'anecdotes maigres. Le récit d'aventure à côté a quelque chose de grandiose, ou peut-être de suspect, car il commence par raconter une histoire et d'un seul coup se lance dans une autre. Dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d'on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d'où est sorti ce livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l'enfance et la trame de l'écriture. Voilà. Donc celui-là, il est aussi dans mes lectures prioritaires. Donc je vous montre à quoi ressemble finalement ma palle, je dirais obligatoire entre guillemets, de décembre. Celui-là aussi sera dans mes priorités. Les désordres de l'amour, histoire de Givry de Madame de Villedieu, que je connais seulement de nom. 3 ans avant La Princesse de Clèves, les désordres de l'amour de Madame de Villedieu dessinent déjà une observation subtile des méandres du cœur humain dans une ambiguïté très moderne entre réalité et fiction. De cet ensemble de 3 nouvelles, nous proposons le dernier récit, quintessence du talent de son auteur dans l'art du bref roman sentimental. Entremêlant l'intime et la politique, l'histoire de Givry illustre avec intensité les tourments engendrés par l'excès des passions. Sous une plume élégante et sensuelle, elle fait revivre des personnages emportés par l'absolu de leurs désirs. Voilà. Donc Madame de Villedieu, c'est une poétesse, dramaturge et romancière contemporaine de Madame de Lafayette et injustement oubliée aujourd'hui. Il y a donc un séminaire qui va porter sur ce titre-là. Et il me semble que d'ailleurs ces deux titres vont être mis en perspective, mais nous verrons bien de quelle façon les choses sont proposées, puisque pour l'instant je n'ai pas plus de renseignements concernant la véritable constitution des cours, mais en tout cas je suis très curieuse de découvrir ce titre-là. Je termine avec donc l'ouvrage que je n'ai pas lu depuis la classe de première, Le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'avais beaucoup aimé. Alors de façon très surprenante, j'ai terminé ce livre quand j'étais en première. Je l'ai terminé, je l'ai aimé. Alors j'étais à Grenoble à l'époque, donc il y avait une espèce, je pense, de sentiment. Alors je l'ai appris que plus tard, hein, pourtant, mais il y avait une...
Oui, je sais pas, il y avait une espèce d'émulsion autour du personnage de Stendhal sans que je m'en rende vraiment compte puisque j'étais complètement à côté de la plaque à cette époque-là. Mais c'est vrai que bon voilà, j'ai lu Stendhal dans cette ambiance et donc je crois que c'était vers la fin de ma lecture où pour le coup j'ai véritablement découvert que j'étais dans la ville de Stendhal, que la maison de Stendhal était donc dans un des parcs principaux de la ville, que le café dans lequel je retrouvais le plus souvent mes amis était également un café dans lequel Stendhal avait écrit. Bref, il y avait tout un tas donc de résonances qu'on pouvait faire. Et Stendhal fait partie de ces auteurs qui m'ont fait aimer la littérature. J'entends grand mal du Rouge et du Noir, notamment concernant son style. Et je suis assez curieuse de m'y replonger afin de faire l'expérience de ce style qui est souvent décrié, je trouve, aujourd'hui. Donc à voir, mais je le mets aussi donc dans la partie à lire impérativement puisque je souhaite renouer un petit peu avec Stendhal et voir ce que je pense aujourd'hui de ce roman, donc Le Rouge et le Noir, a posteriori. Je pense que l'adolescente que j'étais souffrait de carences en matière de culture littéraire, ce qui est tout à fait normal, que j'ai peut-être réussi dans un très faible pourcentage à résorber. Donc nous verrons de quelle façon se déroule cette redécouverte de Stendhal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Quoi qu'il en soit, j'ai été très contente de vous tourner cette palle et je trouve que c'est un joli challenge que je me lance. Je vous ferai le point bien évidemment de façon très régulière concernant les ouvrages prix Nobel dans des vlogs et concernant les ouvrages préconisés à la lecture pour la formation à la Sorbonne, je vous ferai un retour également en vlog mais qui arrivera je pense plutôt en janvier. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.